Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 148 si je ne m'abuse, avec du coup quelques nouveautés déjà, vous voyez que l'éclairage a changé, maintenant ça fait plus sympathique, vous avez une lumière derrière qui permet de mieux définir le contour de ma tête, ainsi qu'une autre lumière ici qui permet d'avoir un petit peu un accent de lumière en tout cas sur le bord de mon visage et tout ça. Première amélioration. Deuxième amélioration, c'est le fait que la table des matières, apparemment, oui, fonctionne sur mobile, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est la table de matière YouTube qui s'affiche sur la barre de lecture et divisée en plusieurs parties. Ça marche bien, mais je prévois dans tous les cas de faire une meilleure version de ça où j'affiche à l'écran en permanence le prochain sujet, le sujet courant et tout ça, et genre le temps qu'on ait, ou plutôt une barre de chargement qui indique, ok, ben, la barre de chargement, c'est le temps que je vais parler. Donc si vous voyez que la barre est à 50%, c'est-à-dire que je suis à la 50% de parler de ce sujet. Je ne mettrai pas forcément le temps indiqué, mais au moins vous voyez la barre bouger, donc vous dites, ok, le sujet est très court parce que ça bouge vite, ou alors il est très long, comme ça va l'être pour le premier sujet, et ça bouge lentement. Bref, donc ça c'est une amélioration que j'essaierai de mettre en place. Un autre truc, c'est qu'on va traiter plus de sujets, et aussi plus de petits sujets, juste vite fait en mode, hey, voilà, voilà l'actualité, je passe à autre chose. Parce qu'il y a toujours des sujets, je veux parler, parce qu'il y a des trucs importants à expliquer, il y a des trucs importants aussi à voir et tout. Donc ça, j'en parlerai toujours. Mais il y a aussi des autres sujets où vous êtes en mode, bah voilà, voilà le sujet, qu'est-ce que vous en pensez? Basiquement, c'est vraiment ça. Donc ouais, pas mal d'améliorations qui arriveront sur le Texama Show ici. Je sais aussi que certaines personnes sont en mode, oh, le Texama Show, c'est trop long. Je suis en mode, c'est à ça que sert la table des matières. Vous n'êtes pas censé regarder tout, vous êtes censé plutôt regarder ce qui vous intéresse. Et si vous regardez, en général, je donne toujours l'information au début de quand je parle d'un sujet, et puis après, je parle d'autres trucs moins importants en général, où je donne mon avis ou autre chose, donc vous pouvez skip vers le prochain sujet. Mais bon, bref, dans tous les cas, commençons avec le premier sujet, justement. Et ce premier sujet, c'est qu'évidemment, Nvidia a fait sa conférence pour le GTC, c'était en ligne, du coup, évidemment, c'était dans la cuisine d'ailleurs de Jensen. Jensen, c'est le CEO de justement Nvidia, qui d'ailleurs, fun fact, est genre dans la même famille, en tout cas de même famille que le CEO d'AMD, ce qui fait assez bizarre. Bref, dans tous les cas, il y a eu l'information qu'on attendait, donc pas une présentation des 3080 Ti et tout ça, je vous l'avais dit, c'est plus une présentation certainement de l'architecture Ampere. Donc Ampere, c'est la nouvelle architecture de Nvidia ici. C'est une architecture qui va être utilisée sur le très haut professionnel, genre les GPU faits pour les supercomputers, mais aussi sur les futurs 3080 Ti, 3080, 3070, 3060. Donc, c'est très intéressant de voir les détails ici parce que ça nous permet de dire, oh ok, si la grosse carte professionnelle est à ce niveau-là, bah, la carte, on va dire, grand consommateur, bah, sera au moins à ce niveau-là. Donc, ça va vraiment nous permettre de mieux évaluer justement les performances de ces futures cartes de NVIDIA. Et puis, on a aussi plein d'informations qui concerneront forcément les cartes NVIDIA. Du coup, je vous propose de justement voir un petit peu les specs. Donc, le premier truc intéressant, donc là, ce GPU qu'on parle ici, c'est le A100. Quelles sont les specs intéressantes? Déjà, c'est un GPU qui est gravé en 7 nanomètres, le même processus de gravure utilisé par Apple et AMD. Donc, c'est celui de TSMC, pour information, qui marche très très bien, qui est même excellent. Et du coup, ben, ça fait plaisir à voir. On a aussi le PCI Express 4.0 qui est supporté nativement sur cette carte. C'est même requis pour qu'elle fonctionne parfaitement, pour qu'elle puisse communiquer tout correctement avec le processeur. Du coup, ça va être intéressant de voir aussi ce qu'ils vont faire sur les 3080 Ti et tout ça. Est-ce qu'elles auront besoin du PCI Express 4.0? Enfin, est-ce qu'elles l'auront déjà? Elles n'en auront pas forcément besoin parce que pour information, pour ceux qui auraient peur, à l'époque, quand on est passé au PCI Express 3.0, il était rétro-compatible. Donc, c'est-à-dire que vous pouviez acheter une carte graphique en PCI Express 3.0, le mettre dans une carte mère qui avait du PCI Express 2.0, ça marchait. Et pour beaucoup de cartes, ça ne posait même pas de problème. Pourquoi? Parce que elles n'avaient pas vraiment besoin du PCI Express 3.0 parce qu'elles ne l'utilisaient pas suffisamment pour en avoir vraiment besoin. Mais c'est juste que pour que tout soit facile, eux, ils avaient mis toutes les cartes supportent le PCI Express 3.0, comme ça, au moins, c'est fait. Du coup, ici, on pourrait se poser la question, est-ce que les futurs 3080 Ti, 3080 et tout ça supporteront, ou plutôt seront en PCI Express 4.0? On saurait le dire, en toute logique, si ce GPU le supporte, ce serait logique
que le GPU grand public le supporte aussi. Après, Jensen a précisé que comme ils utilisent la même architecture sur le tout gros haut de gamme, mais aussi sur justement les cartes graphiques grand public, ici, ce sera aussi Ampere sur les cartes graphiques justement gaming et tout, il n'y aura pas la même configuration. Donc peut-être qu'ils vont dire, ah bah non, elles sont PCI Express 3.0, et puis voilà, quoi, ça suffit pour ces cartes. On verra bien. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il faudra regarder en détail, parce que ça peut être important aussi, parce que je vous rappelle que genre Intel va sortir une nouvelle architecture qui est toujours en PCI Express 3.0. Donc si vous prenez un processeur Intel maintenant et que vous attendez la 3080 Ti qui sort genre probablement vers la fin de l'année, et qu'elle a besoin du PCI Express 4.0 pour atteindre son maximum de performance parce qu'elle sature le PCI Express 3.0, ce sera assez un peu con, on peut le dire. Bref, on verra bien. C'est seul vraiment le temps nous le dira ici. D'autres trucs assez intéressants, on avait le nombre de coups d'accord qui a pas mal augmenté. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas toujours comparer juste le nombre de coups d'accord comme ça d'ailleurs, parce que bien souvent, quand vous améliorez l'architecture, il y a plus de transistors et tout ça. Il y a d'autres choses qui sont améliorées derrière. Donc, des fois, en fait, même s'il y a le même nombre de coups d'accord, une architecture beaucoup plus récente sera plus performante parce que meilleure consommation et tout ça. Donc, par exemple, AMD a sorti des processeurs 4 cœurs en 2006, si je me souviens bien. Non, 2008 plutôt. C'est pas les mêmes que maintenant, vous voyez, genre ils ont pas le même niveau de performance, c'est pas du tout les mêmes performances malgré que ils ont tous les deux 4 cœurs. Donc ici c'est la même chose, c'est pas parce que vous voyez le même nombre de coups d'accord que ça va vous donner exactement le même nombre de performances. Du coup, le fait de voir une augmentation, une aussi grosse augmentation, parce qu'on part de 5120 à 6912, et apparemment c'est même pas le vrai full GPU Ampere parce que si vous regardez, il y a actuellement, si je me souviens bien, ils ne le disent pas ici. Ah voilà, elle a 40 Go de mémoire HBM2, mais le truc c'est que une des puces, un des stacks HBM2, il y en a 6 ici, vous voyez autour du GPU, on le voit clairement, hein. Il y en a un qui est désactivé. Donc s'il y en a un qui est désactivé, ça veut dire qu'il y a une partie du GPU en rapport qui est désactivée. Donc il y a une version avec encore plus de coups d'accord. Il y avait eu des leaks, si vous vous souvenez, il y a quelques temps, et les leaks suggéraient qu'il y avait même une version avec plus de 7000 coups d'accord. Donc, assez fou. Mais du coup, oui, s'il y a une augmentation du nombre de coups d'accord, ça veut dire que certainement, les 3080 Ti et tout ça, elles aussi auraient une augmentation du nombre de coups d'accord par rapport à l'ancienne génération. Ce qui veut dire que, en plus du gain de performance, de juste passer un meilleur processus de gravure, une meilleure architecture, on aura aussi un gain de performance parce qu'il y a juste plus de coups d'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. On a aussi du coup le TDP qui peut aussi indiquer certaines choses. Donc là, il est à 400 watts quand même. Bonne petite carte. Et pour information, il utilise la mémoire HBM qui consomme moins d'électricité. Donc s'il y avait de la GDDR6, ce serait encore pire. Mais du coup, on peut un peu extrapoler. C'est pas scientifique, je tiens à le préciser, mais vous pouvez un peu extrapoler, vous dire, ok, si elle consomme 400 watts, essayons de faire une carte grand public avec. Vous voyez, genre, si on prend ces 400 watts et qu'on fait une règle de 3 avec les coups d'accord, donc on divise 6900 coups d'accord par 400 et qu'on fait fois justement un TDP que mettrait Nvidia sur une carte grand public, par exemple 300 watts maximum. Pour information, le consortium PCI Express requiert de ne pas dépasser normalement 300 watts, ou sinon vous ne pouvez pas le mettre sur la boîte que votre carte supporte le PCI Express, ce qui est un peu bizarre. Il y a une carte AMD qui avait dépassé les 300 watts et il ne pouvait pas utiliser de logo sur la boîte, pour information. Donc c'est justement le truc un peu... Nvidia a toujours respecté ça, donc à mon avis, s'il y a une 3080 Ti, elle ne consommera pas par défaut, sans overclocking, sans les modèles complètement overkill de chez Asus, MSI et tout ça, elle ne dépassera pas les 300 watts. Du coup, si on fait une simple règle de 3, on pourra avoir une carte qui a, étonnamment, pas très loin de 5120 coups d'accord, ce qui est un peu comme les anciens gros GPU de Nvidia ici. C'est pas du tout scientifique, ce que j'ai fait ici, mais c'est juste pour vous dire, ok, en toute logique, ce GPU-là, en tout cas, s'il consomme 400 watts, si on fait une version plus petite, qui consommera moins, Nvidia va forcément faire en sorte que la version plus petite consomme vers 280-300 watts pour une carte graphique, une grosse carte graphique grand public. Donc on peut quand même un petit peu extrapoler, mais
tenez compte que ce n'est pas du tout scientifique. On verra bien si j'ai raison dans le futur, ma foi, si elle a vraiment 5120 que d'accord. Ou à mon avis, ce sera plus 4900, 5000, pas très loin. Je dirais entre 4900 et 5120. Donc on verra si j'ai raison. On prend les paris, ma foi. Bref, du coup, c'est un peu tout. Un dernier détail intéressant, c'est le nombre de Tensor Core qui a diminué depuis les Tesla GV100, donc les Tesla V100 plutôt, et qui est passé de 640 à 432. Donc ça, c'est genre, ok. Après avoir fait tout un speech en mode, ouais, les Tensor Core, c'est génial, et ils en mettent moins. Bon, la réalité, c'est peut-être que même s'il y en a moins, ils sont plus performants, et ils n'en avaient pas besoin de plus, tout simplement. Il y en a déjà assez. C'est peut-être pour ça. Et puis, encore une fois, je rappelle que c'est une carte qui est destinée au milieu hyper professionnel et tout ça. Donc, je suppose qu'ils ont mis ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas besoin de plus. Peut-être que sur la version grand public, ils vont peut-être en mettre plus, ou peut-être moins aussi, j'en sais rien. On verra bien dans tous les cas. Du coup, c'est à peu près tout pour cette, justement, Tesla A100. On a aussi, du coup, une petite news en rapport. C'est sur ce petit gars-là qui est complètement overkill. C'est le NVIDIA DGX A100. Donc, c'est justement... il avait déjà fait plusieurs fois par le passé, mais c'est un gros serveur qui fait... Combien il fait de taille? Il me semble que c'est 4U, quelque chose comme... Ça doit être 4U ou peut-être un peu plus. Les U, pour information, c'est quand vous avez des serveurs qui sont dans des châssis de serveurs. Et en fait, la taille du serveur, c'est calculé en U. Donc, s'il prend un U, il prend juste une hauteur de comment on peut dire? Genre une unité, on peut dire? Ouais, je suppose. Donc, un serveur, le plus petit serveur, c'est 1 U, 2 U, 3 U, puis on augmente. Donc là, il me semble que c'est 4 ou 5 U, quelque chose dans le genre. Vu la taille, à mon avis, ça doit être 4 U, certainement. Et du coup, 4 U, c'est pas énorme, hein, ça va encore. Et le niveau de puissance que vous avez là-dedans, attendez, je vais te donner les specs. Et vous allez juste être en mode, what? Donc il y a 8 GPU, 8, oui, il y en a qui vont se moquer de mon accent. 8 GPU à 100, donc celui qu'on a vu avant, il y en a 8 comme ça. 320 gigas de mémoire dessus. Mais ça, c'est pas la mémoire système, c'est juste la mémoire graphique. On a 5 pétaflops de puissance pour tout ce qui est intelligence artificielle. On en a 10 pétaflops pour les calculs en integer 8, apparemment. On a une consommation de seulement 6,5 kW. En réalité, c'est pas beaucoup parce que la puissance qu'il y a dedans, c'est la puissance limite d'un... Comme il le dit, il y a des data centers actuellement dans le monde ils ont toute une pièce remplie de serveurs qui n'ont pas autant de puissance que juste ce serveur-là. Donc c'est pour dire. On a 1 Tera. D'ailleurs, oui, détail important, c'est qu'ils utilisent des processeurs AMD, forcément, vu que c'est du PCI Express 4.0. Donc il y a 2 ROM EPIC, donc 2 processeurs EPIC ROM 742. Donc c'est des 64 cœurs chacun. Ça fait un total de 128 cœurs à 2,20 GHz d'ailleurs. Et peut booster à 3,4. Et ça fait 1 Tera de mémoire. Ok. Et puis juste plein d'autres petits détails assez intéressants. Le poids, surtout. Oh oui, le poids. 143 kilos. Ouh, c'est plutôt lourd quand même. Bref. On a aussi la taille ici. C'est marrant qu'ils ne mettent pas la taille en U du coup. Alors apparemment ça tourne sur Ubuntu. Donc ma foi, pour tous ceux qui sont en mode oh, Ubuntu, c'est le Linux. Il y a beaucoup de gens qui disent que Ubuntu c'est le Windows de Linux. Ils ont en partie raison, mais soyons honnêtes, Ubuntu est largement mieux que beaucoup de choses que fait justement Windows. Et ça reste Linux, hein, soyons honnêtes. Mais bon, ça tourne sur Ubuntu, ma foi. Du coup, ouais, juste complètement overkill. Je voulais juste le montrer parce que c'est juste overkill. Et Jensen l'a sorti de son four, ce truc-là. Et apparemment, ça avait l'air très lourd parce qu'il avait du mal à le porter. Ensuite, autre news totalement différente, c'est au niveau du fait que AMD prévoit, et ça c'est assez étonnant, du coup des APU 4000, donc un peu comme ils l'ont fait avec cette architecture-là actuellement, enfin cette génération. Donc par exemple, vous avez les APU, c'est les processeurs avec un processeur et une partie graphique. Donc vous avez les 3200G et les 3400G, sont 2 APU AMD que vous pouvez acheter à l'heure actuelle, mais en fait, ils n'ont pas la même architecture que les autres processeurs de la série 3000. Ils sont encore basés sur Zen 1+, donc la version améliorée. Donc ça, même si c'est des 4000, ce n'est pas Zen 3, c'est en fait Zen 2,
mais voilà, avec un nom 4000. Donc un petit peu comme les ordi portables, les processeurs d'ordi portables qu'ils ont sortis récemment. Et du coup, ben, comme les ordi portables, vous passez à Weaker. Donc on a un Weaker 16 threads certainement, avec justement apparemment 8 CU au niveau des unités de calcul du GPU. Donc c'est pas mal, hein. Ça c'est pas une full grosse carte graphique, mais ça permet de faire quand même tourner des petits jeux et tout, donc c'est plutôt sympa. Et ouais, moi c'est ce qui m'étonnait le plus, c'est on a jusqu'à Weaker, donc pour ceux qui étaient en mode hey, parce que jusqu'à maintenant c'était des fois je recommandais ces APU parce qu'ils ont un intérêt, vous voyez, ils ont un intérêt. Parce que déjà, avoir une partie graphique sur son processeur, ça dépanne. C'est genre, oh, votre carte graphique tombe en panne, vous pouvez toujours brancher l'écran dans votre carte mère et ça marche. Un peu comme on peut avoir actuellement avec les processeurs Intel d'ailleurs. Donc ça, selon moi, c'est pas, selon moi, ce qui devrait dicter l'entièreté de votre décision d'achat, mais c'est quand même un petit truc, vous êtes en mode, c'est sympa à avoir. Du coup, ben là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va enfin avoir des seekers et des weakers. Jusqu'à maintenant, on n'avait que des 4 cœurs. Et les 4 cœurs, maintenant, c'est devenu un petit peu genre bas de gamme, tout simplement. Donc là, certaines personnes pourraient se dire, hey, je me prends un de ces processeurs-là. J'ai pas besoin d'avoir une bonne partie graphique pour le moment. Ça me suffira en attendant d'économiser peut-être et d'acheter une bonne carte graphique après. Moi, je vois clairement des cas d'utilisation comme ça. Parce que là, du coup, vous pouvez vous dire, au lieu de prendre un processeur à 100 € et une carte graphique à 200 €, je vais peut-être prendre un processeur à 200 € qui est bien meilleur, économiser pendant quelques temps, attendre qu'une nouvelle architecture sorte, des cartes graphiques plus intéressantes sortent, et puis juste, voilà, passer à une meilleure carte graphique. Donc moi ça m'intéresse beaucoup. Il faudra avoir le prix, évidemment, et tout, il faudra avoir les specs, la fréquence et tout, mais ouais, apparemment, ils auront quand même des bonnes fréquences, donc vous avez ce 4700G aurait quand même une fréquence de 3,6 GHz, et un boost à 4,4, donc c'est très similaire au 3700X pour information. Donc c'est basiquement même un 3700X, hein, avec une partie graphique en plus. Et du coup, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais surtout j'ai hâte de voir le prix, parce que s'il coûte beaucoup plus cher, moins intéressant. Par exemple, celui qui serait le plus intéressant, ça pourrait être un Ryzen 7 4600G, qui aurait du coup 6 cœurs, 12 threads, et qui serait très similaire au 3600, et qui normalement devrait coûter un peu plus cher, mais encore une fois, vous pouvez faire ce que je vous ai dit. Vous voyez, vous prenez juste le processeur, vous utilisez votre ancienne carte graphique, hein, et puis vous passez à autre chose après. Ensuite, on a une news sur justement le fait que Epic a montré son Unreal Engine 5, qui tourne sur une PlayStation 5 d'ailleurs, là, genre ces images-là, en temps réel évidemment, ça semble logique, sinon ce serait un peu facile. Et du coup, c'est magnifique. Franchement, c'est vraiment magnifique. On voit d'ailleurs qu'ils sont en train de jouer, hein, c'est en mode interagir et tout. C'est vraiment impressionnant. Il y a des technologies utilisées là-dedans. Alors, je ne suis pas un expert en rendu, je vais être très honnête, mais il y a des trucs vraiment classe. Et ça tourne en temps réel sur une PlayStation 5. Je vous rappelle, la PlayStation 5 a à peu près le niveau de puissance estimé d'une RTX 2080 ou 2080 Super. Donc, une carte graphique qui vaut actuellement 700-800 € plutôt, même avec l'augmentation des prix. Donc, ouais, c'est très impressionnant. Surtout que normalement, la PlayStation 5 devrait sortir pour moins cher que cette carte graphique à elle seule. Après, évidemment, le problème à chaque fois, selon moi, avec les consoles, c'est que elle sort, elle est hyper puissante, et puis elle reste pendant 6 ans. Et 6 ans plus tard, elle est plus aussi performante. Parce que, voilà, 6 ans, c'est plus les mêmes PC après 6 ans. Mais bref. C'est quand même très impressionnant de voir ce que ça donne, justement, parce que on peut s'attendre au même genre de graphisme avec des jeux qui vont utiliser le Unreal Engine 5 sur PC, évidemment. Il y avait d'ailleurs un autre débat. Il y a les mecs d'Epic qui étaient en mode oui, la PlayStation 5 est plus puissante que n'importe quel PC haut de gamme. Donc, il y a toujours cette guéguerre des specs aussi. Genre, les gens parlent juste spec. Et il y a eu aussi le fait que, par exemple, ils sont en mode ouais, le SSD de la PlayStation 5 est le SSD le plus rapide au monde. Il n'y a rien de plus rapide, basiquement, qu'ils disent. Et puis, tu es en mode si, en fait, genre, moi, j'ai un SSD dans mon PC actuellement qui est aussi rapide que le SSD de la PlayStation 5. Donc, je suis en mode non, c'est faux. Et puis, il y a plein d'autres SSD que vous pouvez même acheter maintenant qui sont plus rapides. Genre, vous pouvez acheter Asus a une carte comme ça où vous pouvez mettre 2 SSD dessus. Vous mettez 2 SSD, vous les mettez en RAID. Voilà, vous avez un SSD qui fait du 10 gigas à la seconde. Donc, ouais, un peu bizarre. Dans tous les cas, c'est très impressionnant comme technique de rendu.
Et j'ai hâte de voir les jeux qui vont l'utiliser, clairement. Petite news en rapport d'ailleurs, le Unreal Engine va maintenant être gratuit, ou plutôt royalty free, donc vous ne devrez pas payer, jusqu'à quand que votre jeu fasse 1 million de dollars. Et ça, c'est énorme. Donc ça veut dire que vous êtes... Oh, je suis un indé. J'ai envie de développer un jeu avec un beau moteur graphique qui marche bien. Et surtout, Epic donne beaucoup d'outils aussi derrière pour aider à développer le jeu. Et bien maintenant, vous êtes en mode, oh, ben, je peux juste faire mon jeu. Genre, je paye rien, je fais mon jeu, je le sors sur Steam ou autre chose, ou plutôt sur le Epic Launcher, je suppose. Enfin, vous pourriez toujours le sortir sur Steam en vrai. Mais je suppose que si Epic aime bien votre jeu, ils vous payeront pour que vous le sortez seulement sur le Epic Launcher pendant 6 mois, 1 an ou je ne sais quoi. Mais dans tous les cas, vous le sortez. Et tant qu'il n'a pas gagné, tant que vous n'avez pas généré 1 million de dollars, vous êtes en mode je paye rien. Et ça, c'est génial, franchement. C'est vraiment génial pour les développeurs de jeux. Un truc que je sais que Epic, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Epic à cause de Fortnite, à cause du Epic Launcher, parce qu'ils disent je suis obligé d'utiliser le Epic Launcher pour jouer à tel jeu, il n'est pas sur Steam. Mais il faut savoir que Epic a quand même fait beaucoup de choses pour la communauté par le passé. Ils ont aidé les développeurs de justement The Witcher. Donc ça, c'est un truc que peut-être que vous ne savez pas, mais ils les ont aidés à une époque. Ils ont aussi fait des moteurs graphiques qui franchement, ont aidé beaucoup de jeux à être plutôt beaux. Et franchement, oui, c'est... Pour moi, oui, il y a du bien, il y a du mal, évidemment, mais comme beaucoup d'autres entreprises. Et ça, c'est clairement un truc très bien. Et ça, je suis en mode génial. Évidemment, c'est pour attirer les développeurs indés, surtout sur leur plateforme, parce qu'ils fournissent plein d'outils, tout ça. Et si vous utilisez, par exemple, le Epic Launcher, vous pourrez utiliser leur outil de netcode, donc pour faire du multijoueur et tout ça. Mais quand même, c'est... Moi, tout ce qui permet de simplifier la création de jeux vidéo, la rendre plus facile et avoir un beau jeu vidéo surtout, moi je suis toujours pour. Parce que ça veut dire que quelqu'un qui a une très bonne idée de jeu vidéo, mais qui n'a pas l'argent pour un beau moteur graphique ou autre chose, eh bien il peut utiliser ça et c'est génial. Ensuite, autre news, plutôt rapide ici. Là, on va justement faire des news un peu rapides. Elon Musk a réouvert sa... Je vous rappelle que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé. Du coup, Elon Musk a relancé son usine de Fremont, qui est en Californie, contre la loi techniquement, alors qu'elle pouvait réouvrir genre la semaine d'après, mais il voulait la réouvrir maintenant. Donc, je parle un petit peu de cette news pour juste rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui mettent Elon Musk sur un piédestal, et c'est un mec très intelligent, clairement. Il a fait des trucs très bien, mais il faut toujours tenir compte que ça reste un être humain, il fait des erreurs, et aussi, Elon Musk, c'est un très bon businessman. C'est une de ses forces, c'est un businessman. Et un businessman, une épidémie globale, ça fait pas de l'argent. Vous voyez, ça fait pas de l'argent. Donc même s'il va aider les gens et tout ça, lui, au final, il veut quand même que ces entreprises, ces sociétés qu'il a créées, deviennent les meilleures, quoi. Et qu'il fasse un maximum d'argent, parce que ça veut dire qu'il a réussi, et puis après, il peut se lancer sur d'autres projets et tout. C'est un entrepreneur, c'est un businessman. Donc je voulais juste rappeler que il n'est pas parfait, personne n'est parfait. Et si quelqu'un était parfait, il serait vraiment bizarre, parce que genre, imaginez quelqu'un de vraiment parfait, ce serait très bizarre. Personne n'est parfait, et certainement pas Elon Musk. Et je rappelle juste que Elon Musk est vraiment un businessman, et des fois, Et aussi, des fois, il faudrait que quelqu'un lui contrôle ses tweets. Il faudrait vraiment que quelqu'un lui prenne son téléphone pour qu'il arrête de tweeter lui-même. Parce que je vous jure que des fois, il vaut mieux pas qu'il tweete. Ensuite, une autre news qui est un peu aussi. Giphy, c'est un site qui fait des GIFs et tout ça, a été racheté par Facebook pour 400 millions. Genre, déjà, pourquoi 400 millions? C'est beaucoup d'argent pour Giphy, selon moi, mais bon. Bref, du coup, oui, le logo de Giphy n'est pas animé, d'ailleurs. C'est assez ironique quand on y pense. Du coup, ça va être intégré à Instagram. Logique, Giphy, des GIFs, Instagram, c'est assez logique en vrai. Vous aurez aussi certainement des intégrations Giphy dans Facebook et tout. Et du coup, pour moi, c'est juste tout ce que je vois là-dedans, c'est que je dis j'utiliserai plus jamais Giphy. C'est basiquement ça. Donc c'était tout ce que je voulais dire sur cette news. Giphy est à présent totalement ruiné parce que Facebook l'a acheté et je déteste Facebook. Autre news très rapide aussi, c'est Dell qui a enfin refait le design de ses XPS 15 et même a introduit un XPS 17 pouces donc. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà, le Dell XPS 17 pouces, vous voyez que la bordure d'écran est très fine. Donc
Le design actuellement des XPS datait de 2015, je crois, et ils n'avaient pas changé depuis. Et enfin, on a un update ici. Et pour moi, c'est assez intéressant parce que, je le dis souvent, mais pour moi, les XPS, c'est des très bons concurrents au MacBook, des très très bons même concurrents au MacBook, qui souvent coûtent un peu moins cher aussi que les MacBooks pour des specs similaires, et tournent sous Windows. Et ça, des fois, c'est un assez grand avantage selon moi, parce que Mac n'a pas forcément tous les programmes, et genre vraiment, il y a certains cas d'utilisation où avoir un PC Windows est mieux. Donc, ouais, je suis content de voir qu'ils ont update enfin le design et surtout le châssis et tout ça. Donc, normalement, ils seront certainement mieux refroidis et tout ça. Ils ont aussi, ils font beaucoup plus moderne avec regardez cette bordure d'écran qui est ultra fine et tout. Donc, ouais, c'est une très bonne chose. Donc, c'est juste une news très rapide pour juste dire, hey, bien joué, genre Dell. Après, le problème, par contre, derrière, c'est qu'ils ont apparemment augmenté les prix. Donc, ouais. Enfin, quoique, non, là, ils disent en dollars. En euros, apparemment, ça a un peu augmenté. Aussi, ils sont passés à une RTX 2060 sur les plus grands modèles. Et ça, c'est aussi une très bonne chose, parce que ça veut dire que vous avez plus de puissance graphique dans votre ordi portable. Parce que jusqu'à maintenant, les XPS, c'était très genre, ouais, vous avez une 1050 Ti, ouais. Alors que maintenant, il y a une 1650 Ti minimum, mais vous pouvez aller jusqu'à la 2060, et ça devient intéressant, quoi. C'est de la bonne puissance. Bon, après, dites-vous que le modèle en 2060 va coûter la peau des fesses. Donc, comme j'ai dit, c'est un peu des MacBook Windows, hein, très clairement. Autre petite news rapide, encore une fois, LG qui a annoncé le Wing, qui est un téléphone qui, juste, vous avez l'écran qui peut genre faire, vous voyez, il fait ça en fait, il fait il se met horizontalement, hein, il fait comme ça, et du coup, ça révèle un deuxième écran ou avec un clavier. Donc, vous pouvez continuer de taper tout en ayant une application en paysage, je suppose. Je comprends pas non plus énormément l'intérêt de ce téléphone. Je sais que Linus Tech Tips, eux aussi, ne le comprenaient pas trop. Ils ont même beaucoup critiqué le design. Mais moi, d'un point de vue design, je le trouve plutôt sympa, en vrai. Franchement, je le trouve plutôt sympa. C'est juste que je ne comprends pas qui l'utiliserait, en fait. Je suis en mode, dans quel cas vous êtes en mode, hey, j'aimerais vraiment avoir mon application en paysage, mais avoir toujours mon full clavier. Ah là, c'est très pratique. Je vois pas de gens comme ça, en fait. Pour moi, c'est un peu une solution en mode, hey, bon, le téléphone pliable, c'est pas encore trop ça pour le moment, donc on va faire un téléphone pas vraiment pliable qui permet d'avoir un cas d'utilisation où les téléphones pliables seraient intéressants, et puis c'est tout. C'est un peu ça en fait. Donc je suis juste en mode, bien LG, mais est-ce que vous devriez pas faire plutôt des téléphones réellement intéressants? Parce que du coup, ce téléphone, pour information, n'a même pas un Snapdragon 865 ou autre chose. Il coûte 800 $, certainement. Forcément, il y a 2 écrans. Et du coup, il est juste pas intéressant, en fait. Donc, je sais pas ce que fait LG ces derniers temps au niveau smartphone. Genre, ils font vraiment n'importe quoi. Ensuite, une autre petite dernière news, c'est le fait que Netflix va recommencer à réaugmenter le bitrate sur sa plateforme. Parce que je vous rappelle que, vu que tout le monde était coincé à la maison, Internet était dans certains pays, certaines régions, tellement utilisé que ça saturait un petit peu. Bon, globalement, en réalité, ça allait encore. Mais il y avait des endroits où ça saturait. Et du coup, YouTube et Netflix avaient diminué la bande passante, les bitrates et tout. Et donc maintenant, ça revient à la hausse. Donc si vous étiez en mode « Hey, j'en ai marre que mes séries Netflix soient pixelisées », elles le seront un petit peu moins, je suppose, mais elles le seront toujours, parce que c'est du streaming. Donc ouais. Bref, petite news rapide. Comme j'ai dit, je mets plus de petites news rapides. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Est-ce que vous aimez ce nouveau format avec toujours des news où je parle, j'explique, et puis d'autres news où je suis en mode voilà l'actualité, je trouve ça stupide ou c'est bien, et puis je passe à autre chose. Est-ce que vous voulez en voir plus? Je pense que là on a un temps normal pour un Texama Show, donc vous voyez que ça n'a pas vraiment boosté la durée ou autre chose. Donc je compterai certainement à le faire, surtout si vous aimez ça. Une petite dernière news d'ailleurs, c'est que j'utilisais souvent des sondages dans mes vidéos en mode « Hey, est-ce que vous aimez ça ?» YouTube va retirer les sondages à partir de je ne sais quelle date. Donc ouais, au revoir les sondages que moi j'utilisais souvent et que YouTube dit apparemment que 0,3% des vidéos utilisées. Mais il parle juste des sondages, hein, pas toutes les fiches ou autre chose.
Ils vont d'ailleurs pas retirer les fiches, ils vont juste retirer les sondages. Donc je suis juste en mode, ouais, ben merci YouTube de retirer une fonctionnalité qui est de toute façon déjà sur votre site et que vous pourriez laisser. Oui, vous devez la mettre à jour, mais c'est pas non plus, à mon avis, énormément de travail. Et ça permet surtout aux petites chaînes YouTube de pouvoir demander l'avis facilement aux gens. Parce qu'après, eux, ils disent, comme solution de secours, vous pouvez utiliser un sondage dans les posts de communauté. Et t'es en mode, ouais, mais je vais pas dire aux gens, au fait, vous aimez ça? Alors, si vous aimez ça, vous devez quitter cette vidéo, aller sur une autre page, voter et revenir. Personne ne fait ça. Et ils ont aussi donné une autre solution, c'est utiliser les commentaires. Je suis en mode, ouais, non, c'est pas un sondage, les commentaires. Vous pouvez pas. C'est un peu comme les gouvernements américains ou le truc archaïque où, au lieu de juste faire un vrai vote, ils sont en mode, ouais, ceux qui sont pour, ils font oui, et ceux qui sont contre, ils font non, et puis ils sont en mode, j'ai entendu plus de oui, donc c'est les oui qui ont gagné. C'est vraiment ça, les commentaires. Vous pouvez pas utiliser les commentaires comme sondage. Bref. Et sinon, leur troisième solution de secours, c'était d'utiliser un Google Form. Et c'est la même chose qu'avec les posts communautaires, ça force les gens à quitter la vidéo. Stupide. Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Texamash et je vous dis salut à tous.